Nous recevons aujourd'hui Dr Romuald Yaro. Il est le président du mouvement burkinabé pour la promotion des valeurs démocratiques. Avec notre invité, on parle d'actualité. Nous parlons aussi de la nomination de Bala Sakandé à la tête du MPP. Bonjour Dr Yaro et bienvenue. Bonjour Madame Nikiema. Merci de répondre à notre invitation. C'est plutôt un plaisir pour moi. Alors, avant donc d'aborder les questions d'actualité, est-ce que vous pouvez nous parler de votre mouvement, le mouvement burkinabé pour la promotion des valeurs démocratiques? Ok, merci une fois de plus Madame Nikiema pour l'opportunité que vous donnez au mouvement burkinabé pour la promotion des valeurs démocratiques à travers ma modeste personne, de me prononcer sur le mouvement et éventuellement de donner mon avis sur l'aperçu de l'actualité actuelle. En ce qui concerne le mouvement, il faut retenir qu'en fait le mouvement est né en 2016, exactement en mai 2016. Donc vous comprendrez que c'est un mouvement post-insurrectionnel et qui est venu en fait de la volonté d'un certain nombre d'acteurs de véritablement mettre en œuvre des mécanismes pour que en fait cette insurrection puisse impacter les gouvernants et puis l'ensemble des populations burkinabées. Il faut dire que 3 analyses situationnelles ont prévalu à la mise en place ou du moins à la création du mouvement. Il s'agit essentiellement de la première analyse qui voulait qu'on prenne en compte les préoccupations qui ont concouru à l'avènement de l'insurrection, à savoir les questions de gouvernance avec des questions de népotisme, de favoritisme, de clanisme. La deuxième analyse qui a prévalu à cela, il s'agissait plutôt de faire face à cette époque ou à cette phase post-insurrectionnelle. Vous conviendrez avec moi qu'après l'insurrection, le Burkina Faso s'est exposé à un certain nombre de dérives, avec l'incivisme exacerbant, et qui a également prévalu à la mise en place, à la création du mouvement pour essayer de contenir cela. Et le troisième élément de l'analyse situationnelle, il s'agissait plutôt de faire prévaloir l'appropriation par les masses d'un certain nombre de valeurs qui, en notre sens, ont dû peut-être être écornées et au regard de la dynamique ayant concouru à l'insurrection de 2014. Et très souvent, quelles sont les activités que votre organisation de la société civile mène? Bon, l'objectif étant de faire en sorte que des difficultés réelles de ce genre ne puissent encore se perpétuer. Et nous avons estimé qu'il fallait mener des activités à même de contenir en fait l'ensemble de ces difficultés. Donc pour ce faire, nous avons ciblé essentiellement 2 institutions, à savoir l'institution judiciaire et l'institution des forces de défense et de sécurité. Parce que nous estimons, dans les grandes nations, la justice joue impérativement un rôle important. Et lorsque la justice s'approprie véritablement de toutes ses prérogatives, vous conviendrez avec moi que les questions de mauvaise gouvernance seront un peu en fait contenues. Et au-delà de la justice, il faut dire que nous avons pensé également à comment il faut peut-être contextualiser le rôle et la place des forces de défense et de sécurité dans un contexte démocratique. Et à cet effet, un certain nombre d'activités ont été organisées, à savoir un panel que nous avons organisé en 2018, je crois, et pour interpeller l'ensemble de ces forces de défense et de sécurité sur leur rôle régalien. Donc, du coup, voici succinctement l'ensemble des activités, des institutions qui étaient visées dans le cadre de notre approche pour véritablement venir à bout d'un certain nombre de préoccupations sociales. L'actualité au Burkina depuis pratiquement 2016, c'est bien sûr ces attaques terroristes. Quelle analyse avez-vous de la situation sécuritaire au Burkina?
Oui, Madame Nikiema, effectivement, cette impasse sécuritaire constitue une préoccupation majeure pour l'ensemble des Burkinabés, aussi bien pour les gouvernants que pour les gouvernés. Et lorsqu'on regarde depuis 2016, effectivement, jusqu'à nos jours, la situation perdure et nous notons également que des efforts ont été faits. Mais il faut noter que en plus de ces attaques que nous percevons de plus en plus d'hommes ou d'individus qui généralement sont inconnus, nous assistons également à une augmentation de l'insécurité dans les quartiers. Vous en conviendrez avec moi ces derniers temps avec l'assassinat d'une étudiante dans un des quartiers périphériques de Ouagadougou. Donc du coup, ça fait que c'est des préoccupations majeures. Et nous notons également avec satisfaction que un certain nombre de ressentis des masses sont pris en compte par les gouvernants. Vous aviez suivi le chamboulement qui a été opéré au niveau du gouvernement avec le changement des deux ministres en charge de la défense et de la sécurité. Ce qui sous-entend en fait une écoute attentive de la part des dirigeants de ce pays pour venir à bout de cette préoccupation. Mais au niveau du mouvement, en tant qu'organisation de la société civile, qui a pour mission essentielle d'œuvrer à ce qu'il y ait une veille citoyenne sur toutes les actions entreprises, nous déplorons en fait que l'institution militaire, la défense de façon générale, soit toujours dans le cadre de sa gestion dans une certaine opacité, vous m'excusez le terme, puisque pour faire des contrôles, c'est vraiment difficile. Alors que des moyens sont mis à leur disposition pour véritablement satisfaire un certain nombre de préoccupations qui pourront permettre une efficacité opérationnelle des hommes sur le terrain. Donc du coup, c'est une invite en réalité de la part des autorités de faire en sorte qu'il y ait ce devoir de redevabilité de la part de l'ensemble de ces acteurs qui dirigent cette institution, de pouvoir rendre compte. Rendre compte parce que vous voyez que ces derniers temps, au Mali, il y a des têtes qui tombent par rapport à des gestions financières, des cas de gestion financière au niveau de ce département où la majeure partie des ressources y sont consacrées. L'actualité aussi, c'est ce dialogue politique concernant les conclusions. Alors, sur la question de la réconciliation, l'opposition a souhaité la suspension des poursuites judiciaires contre les exilés politiques, notamment le temps donc d'aller à la réconciliation nationale. Alors, que pensez-vous de cette proposition ? Non, je voulais dire simplement que l'initiative de ce dialogue politique est une initiative à saluer à partir du moment où ça met en exergue le concept de l'approche participative dans la prise de certaines décisions. Mais de là à vouloir le retour des exilés de facto avant toute procédure allant dans le sens de la réconciliation, pourrait paraître pour moi en fait un fait d'inexpéré. Inespéré parce que je me rends compte que ces derniers n'ont pas peut-être pris en compte le programme politique du président lors de sa réélection où il a mis en fait en exergue certes la réconciliation sur la base d'un triptyque, à savoir vérité, justice et réconciliation. Donc du coup vouloir demander que on puisse escamoter en fait les étapes, je me demande si cette opposition est véritablement dans une bonne démarche pour aller à la réconciliation. Donc pour vous, c'est de laisser la justice faire son travail et puis on y va aussi pour la réconciliation. Je vous ai dit, en fait, le rôle de la justice dans un État est tellement important dans un contexte démocratique, de sorte qu'on ne peut pas en fait occulter ces aspects judiciaires. On laisse la justice faire son travail
et par la suite des mesures, puisque constitutionnellement il y a des mesures aussi qui sont prévues et qui sont de la prérogative du chef de l'État pour voir ce qu'il y a lieu de faire. Mais escamoter les étapes, c'est encore revenir sur des concepts de réconciliation de facettes. Et du coup, c'est pas évident que nous puissions, lorsque on va escamoter ces étapes-là, d'atteindre l'objectif assigné. Et ce dialogue politique aussi a mis sur la table les questions des élections municipales. Tous les deux partis sont unanimes quant à l'option de suffrage direct donc pour les municipales. Maintenant, il y a opposition ou désaccord concernant la date de prise d'effet parce que l'opposition propose les élections, on va dire les élections de 2027 et la majorité les élections de 2022, c'est-à-dire dans pratiquement une année ou moins d'une année. Alors, selon vous, est-ce qu'il faut aller tout de suite et maintenant à l'application donc de ce suffrage direct ou bien il faut attendre? Non, permettez-moi, je sais que je ne connais pas les contours réels des différentes conclusions de ce cadre de concertation. Mais je voudrais tout simplement dire que cette élection des maires, je crois que c'est des maires au suffrage direct, a un avantage mais également un inconvénient. L'avantage, c'est que ça permettra en fait aux différentes populations de faire le choix sur un individu qu'elles connaissent. Donc du coup, ces populations on n'aura plus à imposer des maires qui sont pratiquement méconnus des populations dans des localités. Donc c'est ça l'avantage. Mais l'inconvénient de cela, c'est que vous savez que dans le cadre de l'ancien système qui existait, je crois que le maire était élu sur la base du regroupement des conseillers municipaux. Donc ce qui fait que du coup ce maire va se sentir investi d'un devoir de redevabilité vis-à-vis de ses conseillers qui en fait représentent les populations à la base. Donc lorsque ce maire est élu directement par les populations, à un moment donné, de toutes les façons, il se dira j'ai la caution des populations à la base. Donc ce n'est plus évident que je puisse abonder dans le sens de ce qui serait peut-être arrêté et à travers une concertation même du conseil municipal qui détermine les grandes orientations des activités au niveau des mairies. Donc pour la date, je pense qu'il est vraiment intéressant qu'on puisse sensibiliser l'ensemble des masses sur en fait les implications réelles de ce changement. Et attendre 2027, non, le faire en 2022, je ne sais pas quels sont les mécanismes, c'est ça, je ne sais pas par quel mécanisme les gens pourront atteindre cet objectif. Et si cela est pratiquement impossible, il serait vraiment intéressant qu'on puisse reporter ça pour 2027 afin de permettre à l'ensemble des acteurs d'outiller les populations à la base pour que les choix puissent se faire de façon concertée, objective. Alors, docteur Yaro, autre sujet d'actualité, le MPP a renouvelé ses instances lors de son deuxième congrès extraordinaire qui s'est tenu du 24 au 26 septembre. Alors, c'est un congrès qui a consacré la retraite politique de Simon Compaoré. Il faut dire que c'est l'un des visages, en tout cas, les plus emblématiques de la scène politique burkinabé. Quelle est votre appréciation de son retrait? Non, moi je ne parlerai pas de retrait de M. Simon Compaoré parce que ne pas présider en fait la présidence au niveau du MPP ne signifie pas de facto que la personne s'est mise à la retraite à partir du moment où ce sont les créateurs de ce mouvement. Donc c'est juste pour dire, quelle que soit la situation qui est parvenue à l'élection de M. Bala Sakandé à la tête du MPP, et M. Simon Compaoré sera toujours d'un apport important. Mais il est fait président d'honneur du parti. Exact. Donc du coup, ça veut dire il aura toujours un droit de regard et de recadrage dans les activités du MPP. Donc pour moi, cette élection de M. Bala Sakandé à la tête du MPP traduit en fait
un choix d'abord que j'appellerais de consensus, parce qu'il a fallu qu'il y ait un consensus pour qu'on y parvienne. Un choix également de redevabilité de ces membres créateurs vis-à-vis des jeunes, mais aussi un choix de promesse. Vous savez qu'à un moment donné, ces fondateurs du MPP ont toujours promis qu'à un moment donné, ils allaient céder en fait la direction du parti à une génération un peu plus jeune. Et tout compte fait, il ne faut pas oublier que ce choix est essentiellement dicté par les qualités de l'homme même. Les qualités de l'homme. Parce que quelles que soient les opérations de lobbying, si tu n'as pas des qualités qui puissent rassurer les membres fondateurs du MPP, si tu n'as pas des qualités qui puissent rassembler l'ensemble des acteurs au niveau du MPP, c'est pas évident, quel que soit votre rapprochement avec les grands leaders de ce parti, que le choix puisse porter sur vous. Donc c'est juste pour dire que M. Bala Sakandé a un certain nombre de qualités qui ont prévalu qu'il soit en fait là où il est actuellement. Et vous saviez qu'à un moment donné de l'évolution politique au sein du MPP, avec malheureusement le décès de M. Salifou Diallo, je crois, et M. Bala Sakandé a saisi l'opportunité qui lui était donnée au niveau du Parlement pour démontrer en fait aux deux autres membres créateurs du MPP qu'il était à la hauteur de la tâche. Donc du coup, je crois que en dehors même du cadre du regroupement du MPP, si vous faites un sondage dans les masses, les gens vont véritablement se réjouir de ce choix. On sait que à un moment donné, certains ont parlé d'une personne qui cherche à être populaire. On a parlé tantôt de populisme. Bala Sakandé, quand il est arrivé à la tête de l'Assemblée nationale, on l'a vu un peu partout, en train de peut-être chercher la sympathie de certains Burkinabés. Mais Madame Nikiema, il n'est pas donné à n'importe qui de chercher la sympathie de l'ensemble des Burkinabés. Il faut être animé de ses prédispositions. Donc du coup, M. Bala Sakandé a eu effectivement cette prédisposition à véritablement converger les points de vue vers sa personne, par sa manière de faire, par son approche, par ses stratégies. Mais ce que les gens oublient de dire aussi, c'est que c'est quelqu'un aussi qui dit franchement ce qu'il pense. Vous vous souviendrez qu'à l'hémicycle, il a dû peut-être recadrer certains propos de certains responsables du MPP à des postes stratégiques importants, pour ne pas dire des ministres, quant aux orientations qui sont venues de leur part au niveau de l'hémicycle. Donc du coup, c'est quelqu'un aussi et qui a compris que les gens ne sont plus dans une dynamique de gouverner ou de faire la politique comme avant. Et quant à ceux qui pensent qu'il fait du populisme, mais écoutez là, en politique, il faut quand même avoir cette vertu de faire du populisme pour véritablement fédérer les populations vers des orientations. Donc du coup, moi, je pense qu'il est dans son rôle et c'est ça d'ailleurs qui a prévalu à ce choix et être là où il est. Docteur Yaro, quels sont les grands défis du nouveau président du MPP selon vous? Je vous assure que les défis sont énormes. Les défis sont énormes à partir du moment où vous saviez que les problèmes d'alternance au sein des partis politiques sont des problèmes qui ressurgissent à un moment donné. Vous voyez avec la situation en Angola, je crois, où l'ancien président est dans des difficultés, et la situation au Niger également, où on accuse l'ancien président de vouloir s'immiscer dans la gouvernance du nouveau président. Donc du coup, moi je pense que nous sommes peut-être à 3 ans, 4 ans tout au plus des échéances de 2025. Donc ce temps qui reste à M. Bala Sakandé est un temps d'épreuve qui doit réellement lui permettre de ne pas décevoir et de surtout rassurer ceux qui ont cru en lui et placer leur confiance en lui pour qu'il soit à ce niveau de positionnement, et ce qui est une épreuve difficile.
Parce que pendant 3-4 ans, il faut être dans cette dynamique de véritablement converger les points de vue. Et vous oubliez également que le MPP, c'est un parti géant. Et dans les partis géants, il y a des courants. Bien qu'il ait dit lors de son allocution qu'il n'est pas le président de tel ou tel courant, de telle ou telle chose, mais c'est tout à fait normal. Parce que la taille du MPP impose qu'il y ait des courants. Et lui, à travers ce discours, a fait savoir à l'ensemble des membres du MPP, même de ceux qui ne sont pas du MPP, qu'on ne pourra atteindre des objectifs réels qu'à travers cette disposition de rassembler, de fédérer les gens autour d'un idéal. Donc du coup, je pense que s'il arrive à relever le défi de ces 3-4 ans avant les échéances, je crois que tout sera mis en œuvre pour qu'il puisse jouer véritablement son rôle dans l'intérêt des populations, mais aussi dans l'intérêt du parti politique qu'est le MPP. Est-ce que, à vous écouter, vous semblez déjà affirmer qu'il sera le candidat du MPP aux élections présidentielles de 2025 ? Non, mais en fait, c'est ce que je suis en train tantôt de dire. Si M. Bala Sakandé arrive à convaincre toujours les pères fondateurs du MPP et l'ensemble des partisans, des sympathisants ou des membres du MPP, de facto, il sera le président du parti, le candidat du moins du parti à l'élection présidentielle de 2025. Si Dieu le veut, parce qu'il faut toujours privilégier l'état de santé des uns et des autres et les conditions sociopolitiques. Donc du coup, pour moi, en fait, c'est cette épreuve qui est difficile vraiment à mettre en œuvre et à y résister. Parce que si M. Bala Sakandé, au cours des 3-4 ans là, il ne fait pas preuve de persévérance, de constance, je crois qu'il y aura rapidement des détracteurs. Et comme un homme politique averti, je pense qu'il mettra également l'ensemble des opportunités qui vont se présenter à lui pour rester constant et puis jouer son rôle afin de pouvoir être le candidat. Ce qu'on peut dire, c'est que apparemment Bala Sakandé a à peu près le même parcours que Roch Kaboré, banquier, président de l'Assemblée nationale et président du CDP, pour parler donc de Roch. Alors Bala Sakandé aussi banquier, président donc de l'Assemblée nationale, président du MPP aujourd'hui. Est-ce pour dire que il se pourrait qu'il soit président du Burkina Faso un jour ou en 2025? Non, c'est là tous les enjeux. Je vous ai dit que le MPP a des pères fondateurs, à savoir le président Roch-Marc Christian Kaboré et M. Simon Kampar. Vous saviez comme moi que ce sont des gens qui ont une base électorale inimaginable. Donc pour pouvoir véritablement être à même de remporter une élection au Burkina Faso sans avoir quand même un soutien de la part de ces gens-là, c'est pas du tout évident. Ils ont fait leur preuve en quittant le CDP. Vous voyez les conséquences qui découlent actuellement de la gestion du CDP aujourd'hui. Donc c'est ça, je répète que en fait toute la difficulté pour Bala, c'est de véritablement être constant et persévérant pendant les 3-4 ans qui restent avant les échéances de 2025. S'il arrive véritablement à satisfaire à cela, il n'y a pas de raison qu'il puisse être président de la République sous la bannière du MPP, puisque c'est un parti géant, et où, malgré les divergences, il y a des consensus qui se font à travers les stratégies de management des deux leaders. Et ce qui veut dire que malgré les divergences à leur niveau, ils arrivent souvent à planir certaines choses pour proposer quelque chose de meilleur aux militants et à la masse. Merci bien, Dr Yaro. C'est fini. On a vraiment épuisé notre temps d'entretien. Merci d'être passé. D'accord, merci bien, Madame Nikiema, et beaucoup de courage à vous et bonne suite à votre télévision. Merci. Je rappelle que nous recevions sur ce plateau Dr Romuald Yaro. Il est le président du mouvement burkinabé pour la promotion des valeurs démocratiques. C'est ici que s'achève l'entretien de ce jour. Et pour accompagner notre invité, nous allons vous proposer un numéro de langue fourchue, puisque chaque lundi, mercredi et vendredi, vous avez rendez-vous avec Patrick Gampené pour la rubrique langue fourchue. C'est parti.